très belle soirée à l'écoute de France Culture. Nous retrouvons tout de suite Blandine Masson en partenariat avec l'Obs. Bonsoir à toutes et à tous. Il est donc 20h sur France Culture et comme tous les soirs depuis lundi, les fictions sont enregistrées en public et en direct depuis le Festival d'Avignon dans la cour du musée Calvet. Ce soir, en direct sur l'antenne et en live, comme on dit, sur le compte Facebook de France Culture. Un cheval entre dans un bar de David Grossman. Ce livre, adapté ce soir pour la radio, vient de recevoir le Man Booker International Prize. David Grossman est né en 1954 à Jérusalem et est l'auteur de plus d'une dizaine de romans, mais aussi d'articles et d'essais sans concession sur la société israélienne. Au moment où il terminait l'écriture du roman Une femme fuyant l'annonce, David Grossman a perdu son fils, Uri, âgé de 20 ans, alors qu'il faisait son service militaire dans le sud du Liban. C'était en 2006. Quelques jours avant, il avait donné une conférence avec Amos Oz pour réclamer un cessez-le-feu qui sera voté 2 jours après la mort de son fils. Un cheval entre dans un bar est le premier roman écrit par David Grossman depuis la mort de Uri. Il avait entre-temps publié Tombé hors du temps, un magnifique poème polyphonique que nous avions enregistré ici même, dans la cour du musée Calvet, en 2013. Le président du jury du Booker Prize a qualifié un cheval entre dans un bar de haute voltige. Alors nous nous lançons ce soir dans un exercice radiophonique qui sera aussi un numéro d'équilibriste. Nous le reprendrons les 9 et 10 septembre au Théâtre de la Colline dans le cadre des 3 journées consacrées à David Grossman à l'invitation de Wajdi Mouawad. Ce soir, le cheval entre dans un bar. Il quitte son existence de papier, ses personnages montent en scène. Un acteur de stand-up, interprété par Jérôme Kircher, le juge Avishai Lazar, interprété par Wajdi Mouawad, la petite naine, interprétée par Mathilde Ménétrier, la musique originale est signée par Sylvain Cartigny, Joseph Dahan, Colin Russell. Alors par la magie de la radio, transportons-nous en Israël. Nous sommes à Netanya, petite ville côtière. Imaginez un club miteux. Ce soir, on vient voir le comique Dovalé G. Les spectateurs sont assis, des serveuses passent entre les tables. Au fond de la salle, un homme que Dovalé G a convié ce soir, c'est le juge Avishai Lazar, son ancien ami d'école. Oui, et là franchement, je ne sais pas exactement comment je me sens, enfin je me sens pas très bien et je ne sais pas exactement ce que je suis venu fabriquer ici. Là. Sur la scène, les musiciens, le groupe de Dovalé certainement, et à l'entrée du club, Yoav, qui joue le rôle d'éclairagiste et ce soir, de maître de cérémonie. Mesdames et messieurs, applaudissez comme il se doit Dovalé J. Et là, il faut imaginer l'apparition. D'un coup, j'ai vu surgir au beau milieu de la scène, comme balancer là à coups de pied un maigrelet à lunettes, pas grand, avec un jeans troué, avec une paire de bretelles rouges à clips dorés et 2 étoiles de shérif plaquées sur ses bottes de cow-boy. Ville de Césarée, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Attends, Joseph, une seconde. Comment? Vous avez dit quoi là? On n'est pas à Césarée? Joseph, je me suis fait encore baiser par mon agent. On est à Netanya. Comment? Vous dites quoi, Netanya? Netanya? Oui, vous, madame, là, vous, là. Vous, Tab7, là. Félicitations pour les lèvres sublimes, franchement. Hein. Compliment au chirurgien esthétique. Ça marche, hein. Le texte, ça marche. C'est bon, ça. Non, sérieux, ma belle, vous avez dit la ville de Netanya. Attendez que je comprenne. Vous avez le culot de me dire comme ça, là, au débeauté, que je me trouve à Netanya et sans gilet pare-balles en plus. Dites donc, table 7, faut qu'on cause, toi et moi. Tu m'as l'air d'une jeune fille, de bonne famille, hein, plutôt classe. Hein. Alors explique-moi, ma chérie, comment une fille intelligente comme toi peut ignorer le tact, tu vois, la subtilité. Je veux dire, on prépare le terrain avec une demi-portion comme moi. T'as vu, regarde, rien que la peau sur les os, hein, du cartilage pour l'essentiel. Ouais, non, je te promets. Si j'étais un cheval, on m'aurait déjà transformé en colle alimentaire, pas vrai? Tu vois, chouchou, une information comme celle-là, on s'y prend à 2 fois avant de la balancer. Pourquoi vous riez, bande de demeurés, là? On vous a pas dit que vous êtes juste là pour chauffer la salle avant l'arrivée du vrai public? Entre nous, mes frères, la main, non. Je devrais mettre la main sur le cœur pour vous dire à quel point je suis redingue de Netanya, pas vrai, hein?
Et comme je suis fou de joie d'être parmi vous ce soir, dans votre zone industrielle enchanteresse, pour vous débiter une série de blagues cochonnes, hein, pas vrai, normalement c'est comme ça, hein, ça se passe comme ça, non. Eh ben non, là c'est faux là, tout ça c'est du pipeau là, à part le cul. Parce que la vérité, je vais vous la dire, votre ville là, mais je peux pas la blairer. Hein. Ce Netanya de mes deux, il me fait flipper à mort. Je crois pas sans que je croise, le premier il a l'air d'un criminel, le second il a l'air d'appartenir à un programme de protection des témoins, et le troisième d'un cadavre tassé dans le coffre de la voiture du premier. Croyez-moi, si j'avais pas à payer des pensions alimentaires à 3 charmantes épouses et 1, 2, 3, 4, 5 enfants, ouais, 5 comme les doigts de la main de Fatma, bah je vous jure, vous avez devant vous le premier homme dans l'histoire à avoir écopé d'une dépression post-partum au moins à 5 reprises. En fait, plutôt 4 vu qu'il y a des jumeaux. En fait, non, 5 si on compte ma propre dépression post-partum après avoir été accouché. Et malgré tout, on peut tirer quelque chose de positif de tout ce bordel. Netanya, ville de contraste. Parce que sans mes petits vampires aux dents de lait, ben non, il n'y aurait pas eu moyen de m'attirer ici pour un cacheton de quoi 750 shekels que Yoav me paye au noir, sans facture, ni bonjour, ni merde. Allez mes frères, mes mignons, on va quand même profiter de la soirée, hein. On va grimper au rideau. Applaudissez des deux mains Sa Majesté Netanya. Et là, Dovalet arpente la scène. Il arpente la scène et scrute l'assistance. Il va et vient, fier de ses texanes et de ses étoiles de shérif, et marque chaque mouvement de jambe d'un claquement sec de ses hauts talons. Il danse presque. Il se prend pour un boxeur, il ponctue ses propos de rapide uppercut et le public s'amuse. Le public s'amuse et lui, il en rajoute. Et relevant les mains, se protégeant les yeux, il inspecte la salle. Il cherche quelqu'un. Et ce quelqu'un qu'il cherche, eh bien, c'est moi. Avishai Lazar, c'est moi qu'il cherche. Écoutez, Jean de Netanya, vous imaginez pas à quel point vous êtes chanceux. Parce qu'aujourd'hui, le 20 août, puis il se trouve que c'est mon anniversaire. Voilà. Merci les gars, non, fallait pas, non, merci. Non, parce que ce jour, il y a 57 ans, le monde est devenu un peu plus inhabitable. Merci mes mignons. Franchement, c'est beau de votre part, fallait pas, c'est trop. Alors, vous pouvez déposer vos chèques à la sortie, hein, les billets, vous pouvez me les coller sur la poitrine à la fin de la présentation, et les bons pour une nuit d'amour gratuite, vous pouvez me les refiler tout de suite, là, comme ça, de la main à la main. Hein. Qui parmi vous a déjà 57 printemps? Levez la main. Waouh, impressionnant, c'est impressionnant, Netanya. Compliment pour la longévité, hein. C'est pas évident hein, d'arriver à cet âge-là chez vous, non hein. Yoav, un projecteur sur le public, qu'on voit un peu là. Non, alors qui a 50... Non, j'ai dit 57, madame, pas 75. Non, merci. Minute, pas tous en même temps, les amis. Hein. À la fois, il y aura du Dovalet pour tout le monde. Oui, alors la 4. Qu'est-ce que vous dites? Vous aussi, 57, même 58? Wow, bravo, impressionnant. Hein. Vous êtes en avance sur votre temps. Et c'est quand, vous dites? Demain. Waouh, tous mes voeux. Comment vous appelez? Yoraï. Comment? Yoraï. Yoraï. Tu te fous de moi, là? C'est ton nom, ça? Ou alors c'est celui d'une formation spéciale de l'armée? Non? Waouh, mon frère, ils t'en ont fait une bonne blague, hein, tes parents, pas vrai? Et celle-là, à côté de toi, là, hein, celle qui marque son territoire, c'est Madame Yoraïa? Ouais. Eh ben, tiens bon, mon frère. Bonsoir, Madame Yoraïa. Alors dis-moi, ma belle, entre nous, là, tu crois vraiment que toute ta ferraille de collier, là, de bracelet, ça suffira à camoufler ton triple menton? Hein, franchement? Dans une période de vache mec comme aujourd'hui, ça te paraît sérieux, toi? Madame, rien qu'avec la peau de ton jabot, on pourrait faire toute une rangée de tentes d'indignés sur Boba Rothschild. Au fait, Netanya, puisqu'on en est arrivé à parler de théorie économique, et je veux le souligner pour éviter tout malentendu, je suis un fervent partisan d'une réforme globale des marchés financiers. Ouais, je suis un génie, je suis un vrai génie. Pas vrai, Joseph? Écoutez, depuis un moment, j'ai acquis la conviction qu'il faut imposer les contribuables en fonction de leur poids. Ouais, de la livre de chair. Qu'est-ce qu'il y a de plus légitime que ça, hein, dites-moi? Une taxe progressive sur la chair, c'est ça que j'exige. Une imposition fixée en fonction des poignées d'amour, du bide, du cul, des bourrelets, de la cellulite, des tétons flasques pour les hommes, de la culotte de cheval pour les femmes. Et ce qu'il y a de chouette avec mon idée, c'est qu'on peut ni tricher, ni finasser. T'as grossi, tu payes. Pardon? Attends, pardon, excuse-moi, Joseph, j'entends pas. Parle plus fort, table 9, parle plus fort. Parle. Sans t'émouvoir. Je paye pour la conversation. C'est une blague, c'est pas ton anniversaire. Ah bah non, c'est pas une blague, non, c'est vraiment mon anniversaire, Gargamel. Ça fait 57 ans pile à cet instant précis où presque ma maman, Sarah Greenstein, elle a accouché de votre serviteur à l'ancien hôpital de Jérusalem. C'est incroyable, mais c'est vrai. Cette femme prétendait vouloir mon bien
Et pourtant, elle m'a mis au monde. Pensez au nombre de séries policières, d'enquêtes, d'arrestations, de procès pour homicide. Mais moi, j'ai jamais entendu parler d'un procès pour naissance. Hein. Ah non? Ni pour naissance avec préméditation, ni pour naissance sans intention de la donner, ou alors par accident. Pas même une action pour incitation à la naissance. Et n'oublions pas que, circonstance aggravante, la victime est mineure. Est-ce qu'il y a un magistrat dans la salle, je veux dire, un avocat Hein? Et ben là, je ne veux surtout pas qu'il me regarde, je m'immobilise complètement en imaginant que l'immobilité va me rendre invisible. Alors, un avocat, un magistrat? Ouais, bah dehors. Maintenant, à propos de ma mère. Ouais. Je vous demande un peu d'attention, mesdames et messieurs. Les jurés, c'est une affaire d'une importance capitale. Voilà, ouais. Les mauvaises langues prétendent que quand on m'a déposé dans ses bras, ma maman a souri. Ouais. Peut-être même de joie. Non, je déconne. Pardon maman, pardon, je te dénigre là, je te trahis encore une fois. Je suis la pute du public, hein, irrécupérable. Enfin, blague à part, ma maman, c'était la plus belle femme du monde. Ouais, je vous jure, on n'en fabrique plus des classieuses comme ça avec des yeux bleus immenses. Mais, parce qu'il y a un mais, elle était aussi la plus détraquée et la plus triste du monde. Ouais, c'est comme ça, hein, c'est la loterie de la vie, je ne me plains pas. Je vais vous raconter une histoire maintenant. Il était une fois, j'avais peut-être 12 ans, je me suis mis en tête d'aller inspecter ce qui s'était passé 9 mois avant ma naissance. Hein, savoir ce qui avait tellement allumé mon père pour qu'il se déchaîne comme ça sur ma mère. Et croyez-moi, des signes d'activité volcanique, il n'y en avait pas beaucoup dans son pantalon, je veux dire, jusqu'à moi. C'est pas qu'il l'aimait pas, ma mère, non. Mais pour ce qui est de la toucher, au sens propre, je veux dire, comme un homme touche une femme, même une petite caresse sur le cul, comme ça, vite fait dans le couloir, ben ça, je vous jure que je l'ai jamais vu. Alors, dites-moi, mes frères, vous qui êtes des personnes intelligentes, puisque vous habitez Netanya, expliquez-moi pourquoi il la touchait pas. Les voies du Seigneur sont impénétrables, mais quand même... Bon, sérieusement, Netanya, vous voulez vraiment entendre les exploits mirifiques de ma famille royale? Et dites-moi, ce serait pas que vous chercheriez à percer le mystère de ma personnalité magnétique? Vraiment, vous pensez que vous allez réussir là où tous les chercheurs, tous les biographes ont brillamment échoué? Vous avez vraiment envie de vous taper maintenant la série télé sur la dynastie Greenstein? Alors vous êtes vraiment mes frères. Nous sommes tous frères, citoyens de Netanya, la fédération des villes jumelées. Donc, pour terminer cette histoire et commencer la soirée, laquelle est bientôt terminée, votre serviteur est allé inspecter le calendrier. Il est remonté 9 mois en arrière à partir de l'accouchement, il a trouvé la bonne date et il s'est précipité sur un tas d'exemplaires du Hérout, le canard que mon papa collectionnait, la Bible des générations futures. Et là, à cette date précise, il y a 9 mois avant que je fasse une percée, comme on dit, avant que je modifie l'équilibre écologique, sur quoi votre ami met-il son doigt d'après vous? Pile sur le début de la campagne du Sinaï. C'est pas dingue ça? Gamal Abdel Nasser annonce la nationalisation du canal de Suez, il nous le ferme à la gueule, et mon père, Esgal Greenstein de Jérusalem, 1m59, velu comme un singe et avec des lèvres de fille, sans hésiter une seconde, il part le rouvrir le canal, il se tape ma mère. Je suis comme des représailles vivantes si on réfléchit bien. Hein? Pigé? Vous avez compris là? Le premier prix à payer, en fait, c'est moi. Hein? Vous avez compris ça? Dovalet m'avait téléphoné à peu près 2 semaines auparavant. Il était 11h30 du soir. Je revenais tout juste d'une promenade avec ma chienne. Et là, il s'était présenté au bout du fil. Sa voix était tendue, solennelle. Il s'était emmêlé les pinceaux et m'avait demandé si j'étais bien moi. Et si son nom ne me rappelait rien, j'ai répondu que non. Waouh, ça me fait de la peine, hein. J'étais persuadé que tu te souviendrais. Oh, t'inquiète pas, je serai bref, je suis toujours bref, 1m60 à peine. Quand je mourrai, on m'enterrera dans le carré des petits hommes, tu vois. Bon, tu peux me dire ce que tu me veux? En fait, j'ai un service à te demander. Tu écoutes et tu décides. Si tu dis non, pas de problème, hein, sans rancune. Ça te prendra pas beaucoup de temps, juste une soirée. En plus, c'est moi qui régale.
Je m'étais assis à la table de la cuisine, la laisse de ma chienne encore à la main. Et je me souviens d'avoir regardé mes souliers. Et là, quelque chose en eux, dans leur manière de converger l'un vers l'autre, m'avait soudainement saisi à la gorge. Je m'excuse vraiment pour mon intrusion dans ton existence. J'espérais en souvenir du bon ton, du bon vieux temps de notre jeunesse. En fin de compte, je pourrais dire qu'on a fait nos débuts ensemble. Et toi, sans en avoir l'air, t'as suivi ton petit bonhomme de chemin. Mes compliments, respect. L'explication, elle va prendre 1 minute, pas plus. 1 minute de ta vie consacrée à moi. Ça marche? J'ai fermé les yeux, en souvenir du bon vieux temps. À quelle partie de ma jeunesse se référait-il? Non mais dis-moi, tu le fais exprès ou tu te prends trop au sérieux pour... Comment tu peux ne pas te souvenir? Ça faisait une éternité que quelqu'un ne m'avait pas parlé sur ce ton. C'était comme si un souffle d'air frais me tombait dessus. Comment on peut ne pas se souvenir de trucs comme ça? On a étudié chez Klatsinski une année entière, à Bailly de Vegan, et après on repartait ensemble à pied jusqu'à l'autobus. Et là, mais alors petit à petit, les choses s'étaient remises en place et je me suis souvenu de l'appartement exigu, sombre, même en plein midi. Et puis je me suis rappelé le professeur sinistre, immense, maigre et voûté, qui semblait écrasé par le plafond. Nous étions un groupe de 5 ou 6 sous-doués en maths, venus prendre des cours particuliers chez lui. Tu m'as gommé. Tu m'as intégralement gommé de ta mémoire. La chaleur de sa voix s'était imposée à moi, et cette chaleur redessinait dans des contours de plus en plus nets un enfant au teint clair, aux joues criblées de taches de rousseur, un garçon court sur pattes, maigrelet, à lunettes, avec des lèvres charnues, protestataires, impatientes. Un enfant à la voix éraillée au débit précipité. Je suis vraiment désolé, je suis désolé, mais bien sûr, je me souviens de toi. Oui, on allait ensemble, c'est incroyable que... Alors comme ça... Ah, bon Dieu, bon Dieu. Ouais, j'en étais venu à croire que t'étais une fiction. Bonsoir, beauté exceptionnelle de Netanya. Ouais, je vous connais les filles, je vous connais. Surtout toi, là, je te connais. Je te connais de l'intérieur. Attends, Joseph, on en était où, là? L'histoire du juif avec sa femme. Ouais, mais ça, je vais pas le raconter, celle-là. Si vous me permettez une petite digression, je dois dire que le nouvel antisémitisme, ça m'énerve. Non, ça m'énerve énormément, là. Sérieusement, je m'étais habitué à l'ancien. J'avais même commencé à l'apprécier avec ces légendes à l'eau de rose, comme celle des sages de Sion. Je sais pas trop comment le dire. Je sais pas trop comment le dire sans offenser les nouveaux antisémites, mais à Dieu ne plaise. Avouez, les gars, vous déraillez un peu, non? Franchement, je me dis, moi, si un scientifique israélien, juste pour donner un exemple, il découvrait un remède contre le cancer, on y est, vous y êtes, un remède qui pourrait éradiquer une fois de plus toute la maladie, eh ben, je vous garantis à 1000% que des voix s'élèveraient aussitôt dans le monde entier. Qu'il y aurait des protestations, des manifestations, des votes à l'ONU, des articles dans la presse européenne. Pourquoi est-ce qu'on s'en prend comme ça au cancer? Pourquoi ne pas tenter la voie du compromis? Pourquoi le recours immédiat à la force? N'oublions pas qu'il y a aussi des aspects positifs au cancer. Ouais. Non, c'est un fait. Beaucoup de gens vous le diront que le cancer les a rendus meilleurs. Ouais. Alors, qu'y a-t-il au fond chez l'homme de supérieur au cancer qui lui donne le droit de l'éradiquer? Donc, ladies, sans gentlemen, permettez-moi de me montrer sous mon jour officiel et assez des conjectures effrénées sur l'être mystérieux, charmant que vous avez en face de vous. Dovaledje, c'est ça mon nom, c'est le titre, c'est le label gagnant du monde civilisé au sud de Tamanrasset. Et facile à retenir avec ça, Do-Valé. Je suis à vous les filles, je suis tout à vous. Je suis l'objet de vos fantasmes les plus fous, de maintenant jusqu'à minuit. Ouais. Pourquoi minuit? Parce qu'à minuit, je rentre chez moi et qu'une seule fille de coin aura l'honneur de me raccompagner, de s'amalgamer à mon corps velouté pour une nuit d'attouchements verticaux ou horizontaux et surtout viraux. Enfin tout ça bien entendu tant que la pilule de Viagra fera son effet, mais ça me garantit quand même plusieurs heures
ça me rend ce que le cancer de la prostate m'a ôté. Attends, ouvrez la parenthèse, franchement. Quel crétin ce cancer. Non, sérieusement, moi j'ai un paquet, tu vois, du genre beau, quoi. Hein, Joseph? Genre attirant, quoi. Hein? Ah, il y a des gens, ils rappliquent d'Ashkelon rien que pour les admirer, mes valseuses à moi. Ouais. Ce cancer, il aurait pu s'en prendre, je sais pas moi, au talon, par exemple, non? Ou alors à mes cuisses galbées, ou alors à mon torse soyeux, ou alors à mes cheveux ondulés. Ben non. Il a choisi ma prostate, ce salaud de cancer. Il veut jouer à touche pipi, là. Franchement, c'est décevant de sa part. Voilà, fermez la parenthèse. Je voudrais que tu viennes à mon spectacle, m'avait-il dit au téléphone après avoir réussi à se frayer un chemin dans ma mémoire et avoir évoqué quelques souvenirs remontant à l'époque où 2 fois par semaine, nous faisions ensemble le trajet de Bailly-de-Vegan à l'autobus qui me ramenait à Talpiot. Bah oui, c'est là qu'elle a commencé notre amitié. Tu te rappelles, on marchait en causant sans arrêt. C'était une amitié de Tokiwoki. Et dis-moi, c'est quoi le spectacle auquel tu veux que je vienne? Comment dire, je suis un humoriste. Ma spécialité, c'est le stand-up. Ah bah écoute, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Ah ouais, tu sais ce que c'est un stand-up? Hein? T'as déjà vu un one-man show? Ouais, quelquefois à la télévision. Écoute, ne le prends pas mal, mais vraiment, ça ne me dit rien. Écoute, comme on dit, je suis pas ton client, je n'ai aucun goût pour ces blagues, et surtout pas à mon âge, vraiment je suis désolé. Ok. Ta réponse a le mérite d'être claire, hein? Tu vas pas par 4 chemins. Tu veux savoir pourquoi je suis venu te chercher? Bah apparemment tu veux que j'assiste à ton spectacle. Oui. Ça fait déjà quelque temps que ça me trotte dans la tête, sans savoir, sans être sûr. Et puis à la fin, j'ai pensé que tu étais le seul à pouvoir m'aider. Je t'écoute. Je voudrais que tu viennes me voir, que tu me regardes bien, et qu'après tu me racontes. Que je te raconte. Quoi? Ce que t'as vu. Netanya, ce soir, vous allez vous éclater avec la mère de tous les spectacles. Votre fidèle serviteur face à des centaines d'admiratrices qui arrachent leur soutien-gorge. Ouais, vas-y, déboutonne ton corsage, tape 10. Vas-y, allez, déboutonne. Ouais. Et on en était où, Joseph? Ah ouais, l'anniversaire, mon anniversaire. Qui, comme chacun sait, est aussi le moment du bilan, hein, pour quiconque est pourvu d'une conscience. Parce que moi, franchement, dans la situation actuelle, c'est vraiment au-dessus de mes moyens d'en avoir une de conscience. Vous savez ce que ça représente aujourd'hui, d'entretenir une âme? Une conscience, attention, hein, c'est un article de luxe. Hein, et je vous parle pas, je vous parle d'une âme, je veux dire d'une conscience normale, hein, pas celle de Shakespeare ou Chekhov ou Kafka. Il paraît que c'est bien, Joseph. Hein? Ouais, moi j'ai pas lu, moi. T'as lu, toi? T'as pas lu? Moi non plus. Même pas Shakespeare. Car qui suis-je? Un être inférieur. Et c'est quoi un stand-up? Vous y avez pensé? Je vais vous le dire, moi, Netanya. En toute sincérité, c'est un divertissement du genre pathétique. Et vous savez pourquoi? Parce que ça sent la sueur, l'effort pour faire marrer à tout prix. Voilà pourquoi. Et précisément à cause de tout ça, mesdames et messieurs, j'accueille avec émotion et un profond respect le tribunal. Le juge de la Cour suprême, Avishai Lazar, qui nous fait la merveilleuse surprise de se trouver parmi nous ce soir afin de soutenir publiquement par sa présence notre art minable, hein, pathétique. Mesdames et messieurs, la Cour! Et là, les uns après les autres, je vois les gens se retourner pour me regarder. Alors toute cette histoire d'invitation à assister à son spectacle et la proposition insensée qui l'accompagnait, tout ça, c'était un traquenard, une vengeance privée. Et moi, je viens de me faire avoir comme un idiot. Et là, le public tout entier a maintenant les yeux braqués sur moi. J'essaye même plus d'adopter une contenance.
et je regarde Dovalet droit dans les yeux. C'est le moment, mesdames, de féliciter celui que j'ai fait venir jusqu'ici, celui qui, soi-disant, était prêt à rester toujours à mes côtés, inconditionnellement, même après que femmes, enfants, collègues, camarades m'eurent collectivement abandonné, rejeté et laissé pour compte. Même le directeur de mon école, comme ça, pour l'exemple, il m'a viré quand j'avais 15 ans pour me jeter dans la fac des sciences de la rue. Ouais, c'est drôle, ouais. Et il a écrit dans son rapport, écoutez bien, Netanya, écoutez bien, de toute ma carrière, je n'ai jamais encore rencontré un vieux cynique comme cet élève. Finalement, le seul être qui soit resté avec moi, c'est-à-dire qui ne m'ait jamais abandonné, c'est moi. Et moi seul. Deux fois par semaine, je me souviens, le dimanche et le mercredi à 3h30, se terminait notre cours particulier chez le professeur. Un orthodoxe sinistre qui parlait d'une voix nasillarde sans jamais nous regarder. Je me souviens, nous repartions tous ensemble. Et aussitôt, Dovalet et moi, nous faisions bande à part. Nous marchions en plein milieu de la chaussée, dans la paisible rue principale du quartier. Et quand nous arrivions à l'arrêt du 12, nous échangions un regard et disions on continue jusqu'à la prochaine. Nous parcourions comme ça 5 ou 6 stations à pied, jusqu'à la gare routière proche de Romema, son quartier. Et là, nous attendions l'autobus qui m'amenait à Talpiot. On s'asseyait sur un muret de pierre et on parlait. Ou plus exactement, j'étais assis. Lui, il était incapable de conserver la même position plus de quelques minutes. Dovalet m'asseyait presque toujours de questions. Et moi, je racontais. Ainsi, s'était opérée entre nous la répartition des tâches. Et je me pliais docilement à ce cadre. Il faut dire que je n'étais pas un enfant bavard. Au contraire, j'étais plutôt un garçon introverti. Et peut-être par ma faute, peut-être à cause du nomadisme familial dû aux affaires de mon père, je n'avais jamais eu de meilleurs copains. J'avais noué de temps à autre des liens amicaux avec des enfants de diplomates et d'hommes d'affaires qui fréquentaient mon école, mais depuis notre retour en Israël, à Jérusalem, dans un quartier et une école où je ne connaissais personne et où personne ne cherchait à me connaître, j'étais devenu solitaire et revêche. Et soudain avait surgi ce petit bonhomme espiègle que ni ma carapace ni ma morosité n'avaient rebuté. « Comment s'appelle ta mère ?» avait été la première question qu'il m'avait posée en sortant du cours, et je me souviens que moi, j'avais eu un ricanement étonné qui m'avait échappé. « Ma mère à moi, s'est-il exclamé, se nomme Sarah. » Et tout à coup, il m'avait contourné, avait fait demi-tour pour se placer face à moi. « Comment tu as dit que ta mère s'appelait ? Elle est née en Israël ? Et où tes parents se sont-ils rencontrés ? Est-ce que eux aussi ont été victimes de la Shoah ? C'était, je crois, ça, la réalité profonde de notre situation. Moi, assis sur le muret, un adolescent long et mince, oui, avec un visage étroit, sévère, une bouche ronde, évitant scrupuleusement de sourire, et lui, sautillant sur lui-même, un enfant petit, plus jeune d'une année au moins, qui avait l'art de m'extraire de ma coquille par son entêtement et aussi son astuce, et qui éveillait peu à peu en moi le désir de me remémorer et de parler, de raconter ce que j'avais vu et connu, Guédéra, Paris et New York, le carnaval de Rio,
le jour des morts à Mexico, la fête du soleil au Pérou et un vol en montgolfière au-dessus des troupeaux de gnous dans le parc national de Serengeti. Nous avons passé comme ça une année entière au rythme de 2 rencontres par semaine. Je savais qu'il devait récupérer sa mère quelque part à 5h30 tapante. Il prétendait qu'elle était un haut fonctionnaire dans un ministère quelconque et je ne comprenais pas pourquoi il devait la récupérer. Je me souviens, il portait une montre d'adulte de la marque Doxa. Elle couvrait la fine articulation de son poignet. Et plus l'heure approchait, plus Dovalet la regardait subrepticement, avec une anxiété croissante. Et toujours au moment de la séparation, planaient au-dessus de nous des possibilités qu'aucun de nous n'aurait osé exprimer à haute voix, comme si nous n'osions pas encore croire que notre amitié fragile pouvait résister à la réalité. Et c'était des demandes du genre on pourrait peut-être se rencontrer une fois, comme ça, en dehors du cours. On pourrait peut-être, je sais pas, aller au cinéma. Je pourrais peut-être venir chez toi. Ça va, ça va. Et maintenant, le clou du spectacle, mes frères et sœurs. Vu que nous avons mentionné le grand baiser que je suis, hein. Ouais. Permettez-moi, messieurs, d'exprimer en votre nom ma reconnaissance envers les femmes. Ouais, toutes les femmes du monde, en particulier toutes les belles qui ont privatisé pour moi l'entreprise globale du sexe, à toutes celles qui, depuis l'âge de 16 ans, se sont mises sur moi, ou alors sous moi, ou alors à 4 pattes, toutes celles qui m'ont su. Attends, stop, attends, je rêve là, je rêve, toi, la petite tartinée de rouge à lèvres, là, dis-moi, chérie, je suis là à me casser le cul pour te faire marrer, toi, t'envoies des textos, là? Dovalet s'adresse à une dame minuscule assise toute seule. Elle porte un édifice capillaire bizarre et alambiqué, sorte de cône tressé avec une rose rouge plantée dedans et dans des pieds qui ne touchent pas terre, des chaussures orthopédiques noires à semelles compensées. Non, mais c'est super ça, le type, il se met en 4, il répand son âme à tes pieds, il met ses tripes à l'air, il se fout à poil hein, jusqu'à la prostate. Et toi, t'écris un SMS? On peut savoir ce que t'as envoyé de si pressé hein? C'est pas un SMS. Arrête de mentir, chouchou, je t'ai vu là, tic tic tic, tac tac. Hein. Au fait, t'es assise ou t'es debout là? Quoi? Non. Je m'envoyais un message à moi-même. À toi-même? Waouh! J'ai une application Notes. Continue, tu nous intéresses, chérie. Alors vas-y. Alors vas-y maintenant. Bah vas-y, qu'est-ce que t'as écrit? C'est privé. Waouh, c'est privé. C'est quoi ta profession? Enfin, la profession, si je peux me permettre, hein, qu'exerce notre personne si privée et si discrète? Je suis manucure. Sans déconner. Je suis aussi médium. Médium? Mesdames et messieurs, un peu d'attention, je vous prie. Nous avons parmi nous ce soir, à titre exceptionnel, une manucure qui est aussi médium. Allez, tapez des mains. Enfin, je veux dire, tapez des ongles. Médium! Tu veux dire que tu communiques avec d'autres mondes? Non, seulement avec des âmes. Les âmes des personnes défuntes? Oui. Ah ouais? Et tu viens de quel coin d'Israël, race bitume? Je vous défends de m'appeler comme ça. Pardon. Je suis désolé, je m'excuse. En ce moment, je suis d'ici, près de Netanya. Mais quand j'étais petite, j'étais ta voisine. Qu'est-ce que tu dis? Ma voisine? Oui, à Romema. Je t'ai reconnu dès que tu es entré. Tu n'as pas du tout changé. J'ai pas du tout changé, t'es sûr que c'est moi? Sans aucun doute. Tu es l'enfant qui marchait sur les mains. Tu marchais toujours sur les mains. J'étais petite, je n'avais que 8 ans et demi. Et toi, tu en étais peut-être déjà à ta bar mitzvah.
Et toujours, tu marchais sur les mains. Tu me parlais même dans cette position, d'en dessous. Ouais, ça c'était juste pour regarder sous ta jupe. Non, non, c'est faux. Tu m'as adressé la parole 3 fois. Et en plus, je portais une jupe longue, la bleue à carreaux. Et je t'ai parlé aussi, même si c'était interdit. Quoi? C'était interdit? Pourquoi? Pourquoi en fait? Pourquoi c'était interdit? Peu importe. Bah, bien sûr que ça importe. Dis-moi juste ce qu'on t'a dit. Que tu étais anormal. Mais moi, j'ai quand même parlé avec toi. 3 fois. La première fois, tu m'as dit qu'on s'était déjà rencontrés. Où ça? Tu m'as dit que chaque événement de ta vie se répétait. Tu te souviens? Tu te souviens que j'ai dit une chose pareille? Et tu as dit aussi qu'on avait été ensemble des enfants pendant la Shoah, ou au temps de la Bible ou de la préhistoire. Tu n'étais pas sûr. C'est là qu'on s'était rencontrés pour la première fois. Dans cette vie-là, tu étais un acteur et moi j'étais une danseuse. Messieurs, nous avons ici à titre exceptionnel un témoignage de première main sur votre humble serviteur quand il était petit. Je vous l'avais pas dit ça, hein? L'idiot du village, l'enfant débile, vous voyez ce que je veux dire? C'est celui qui fricote avec les petites filles, le pédophile. Ah ouais, c'est drôle. Et en plus de ça, il se fait son cinéma, voilà, ensemble pendant la Shoah, ensemble au temps de la Bible. Qu'est-ce que tu es devenu? Tu étais un gentil garçon dans ton enfance. Tu sais, Bécasse, je pourrais te poursuivre pour atteinte à ma mauvaise réputation, là. Merci Netanya, merci, vous êtes un public formidable, vraiment. Hein, mes bien chers frères et sœurs, mes trésors, c'est pas simple, hein, c'est pas simple d'arriver à l'âge de 57 ans, non? Et pire, d'être un survivant, on vient de l'entendre, de la Shoah, des temps bibliques. Allez, roulez, jeunesse! Merci d'être là, franchement, on va passer une soirée d'enfer. Vous êtes venus des 4 coins du monde, hein, des 4 coins d'Israël. Je vois ici des gars de Jérusalem, voilà, des gars de Beersheba, de Rosh Haïn, hein? Ah, mais alors, c'est qui restait à la maison pour cogner les Arabes? Pardon, Taulier, pardon, Yoav, pardon. Ah, regardez comme il tire la gueule. Non, promis, plus de politique. Promis, juré, je sais. Pardon, Yoav, ça m'a échappé. Non, rien. Pas de politique. Pas de territoire occupé, pas de Palestiniens, pas de monde extérieur, pas de réalité. Même pas 2 colons qui se baladent dans la Casbah de Hébron. Non? Si? Allez, Yoav, chérie, sois chic. Rien qu'une, juste une. La dernière. D'accord? Merci. Attends, un moment, les gars. Celle-là, elle va vous plaire, je suis sûr. Alors écoutez bien. Il y a un arabe, il se balade à côté de 2 colons dans la Casbah. On l'appellera Mohamed, hein, c'est un nom générique. Tout à coup, un haut-parleur de Tsahal annonce que le couvre-feu pour les Arabes va commencer dans 5 minutes. Alors l'un des colons épaule son fusil et il tire une balle dans la tête de Mohamed. Et l'autre, un peu étonné, il demande « Hey, qu'est-ce qui te prend, Tachmish Kodes? Pourquoi t'as fait ça ?» Et Tachmish Kodes, il répond « Écoute, je sais où il habite, il serait jamais arrivé à temps chez lui. » Tu vois, Yoav, il s'est rien passé, hein? Et mes frères, vous voulez savoir quel est le plus grand problème des gauchistes? C'est leur manque d'humour. Non, bien sûr. Non, vous avez déjà vu un gauchiste qui sait rire? Hein? Je vous mets ma main au feu qu'il n'y en a pas. Même quand il est seul, un gauchiste, il rigole pas. Non. Et en général, il est seul. Est-ce que vous avez imaginé comment serait le monde sans gauchiste? Alors fermez les yeux. Netanya, mon chouchou, fermez les yeux. Et imaginez un instant un monde où tout serait permis. Hein? Tout ce qui vous passe par la tête. Hein? Pas de carton jaune, pas de carton rouge, pas de gueule d'enterrement à la télé, pas d'article dans le journal à vous donner un ulcère. Personne pour vous casser les couilles du matin au soir depuis des années avec ces territoires occupés ou pas occupés. Fini les juifs de la haine de soi. Des blagues sur les gauchistes, c'est pas considéré comme la politique, hein? Pas vrai, Yoav? Hein? Ça, c'est du factuel, je veux dire. Alors on en est où? Ah oui. Tu voudrais voir des Arabes danser à un barrage? Eh ben, check.
Un seul mot de toi, et voilà qu'ils se mettent à danser, waouh, à chanter, à se déshabiller. Waouh, la joie de vivre chez ce peuple aussi exotique. Et comme ils sont spontanés, ça doit être dû à l'ambiance spéciale qui règne au barrage. Et comme ils aiment chanter en chœur l'hymne israélien. Tant qu'au fond du cœur, l'âme juive vive. Quand au fond du cœur, l'âme juive vive. Et comment ils découvrent leur côté féminin, regarde. Bonjour, bonsoir, baise-moi garde frontière. Bonjour, bonsoir, baise-moi garde frontière. Bonjour, bonsoir, baise-moi garde frontière. Et 1, 2, 3, 4. Ça vous dirait de boucher les plis palestiniens pour le petit déjeuner, bonnes gens? Hein, la bonne fée vous prête sa baguette magique pour une semaine, même pour 50 ans. Vous avez déjà joué à Monopoly des expropriations? Au poker couvre-feu, à la belote barrage, vous avez peut-être envie d'un bouclier humain, hein, ou de couper l'électricité, d'interdire des routes aux Arabes. Bah, tout est possible, tout est permis. Allez, à vous de jouer, mes agneaux, jouissez, jouissez de vos rêves. Seulement faites gaffe, attention, attention, non, non. Attention, parce que la baguette magique, c'est pas pour toujours. Oh merde, merde, il y a un bug là, il y a un putain de bug. Il s'avère que la bonne fée, elle est lunatique. Ouais, c'est toujours comme ça, les fées. Un beau jour, elles exaucent tout à l'envers. Et alors, ben, surprise. C'est nous qui devons chanter leurs hymnes à leur barrage à eux. Voilà. Biladi, ma patrie, ma patrie. Ou alors, juif, souviens-toi de Khaybar, hein, l'armée de Mahomet est de retour. Allez, 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 chantez avec moi, braves gens. Libre comme l'oiseau, allez. Juif, souviens-toi de Khaybar, allez. Ok, d'accord, on arrête. Là, on arrête. Ça. D'ailleurs, c'est pas la peine d'y penser, on a bien le temps avant que ça nous tombe sur la gueule. Hein. Et Yoav a 1000 fois raison, pas de politique. D'ailleurs, ça, c'est pour la génération de nos enfants. Hein. C'est leur problème. Hein. Qui est-ce qui leur a conseillé de rester ici, de ruiner toute notre merde accumulée? À quoi bon se faire la guerre? Penser à tout ça? D'ailleurs, franchement, à quoi bon penser tout court? Allez, applaudissons le fait de ne pas penser. Je veux que tu viennes à mon spectacle, m'avait-il dit ce soir-là au téléphone. En fait, t'as rien d'autre à faire que t'asseoir. 1h30, 2 heures maximum. Si tu veux, tu peux m'enregistrer, me prendre en photo avec ton portable, peu importe. L'essentiel, c'est que tu me vois. Et si tu le souhaites, ben, tu me passes un coup de fil et tu me dis ce que t'auras vu. Et ça va servir à quoi? À rien. C'est pour moi, je sais pas, je crois que c'est le moment, quoi. Je voudrais entendre, si tu veux bien, entendre de quelqu'un comme toi, Avishai, de quelqu'un d'expérimenté, je veux dire, hein, qui a passé toute sa vie à regarder les gens droit dans les yeux, à les capter de la tête aux pieds en l'espace d'une seconde. T'exagères un peu, là. Non, je sais de quoi je parle. J'ai suivi dans la presse les procès que tu as présidés, on a reproduit tes arrêts, hein, effilés comme une lame de couteau. Et crois-moi, Avishai, votre honneur, comment je dois t'appeler moi, j'ai l'œil pour ce genre de choses. Ouais, en fait, ce que tu veux, tu veux un verdict. Un verdict spécial rien que pour toi. Tu veux que nous pratiquions une mini-privatisation du système judiciaire. C'est ça, le juge à domicile. C'est pas mal. Un verdict? Non, pourquoi faire? Tu viens seulement à mon spectacle. Tu me regardes. Un peu, pas plus, vraiment pas plus. Et après tu me dis, mais sans ménagement, ce que t'en penses. C'est ça qui m'importe. 2, 3 phrases, comme tu sais les tourner. Hey, je t'ai pas choisi pour tes prunes. T'es doué pour exécuter quelqu'un en une seule phrase. Mais quelques lignes sur quoi? Imaginons que tu parles de ce quelque chose que j'ai. Cette chose-là, que l'homme transmet, sans s'en rendre compte, qu'il est peut-être même le seul à posséder. Si je fais ce que tu me demandes, si je le fais, tu dois savoir que je ne t'épargnerai pas. T'as oublié que c'était ma condition, pas la tienne. On dirait quelqu'un qui fait appel à un tueur à gages pour se faire abattre. Je savais que je frappais à la bonne porte. Et souviens-toi, un seul coup, en plein cœur.
Netanya, je vais vous offrir ce soir une exclusivité. Ouais. Une tranche de vie, un morceau de choix. À vous tous rassemblés ce soir pour ma fête, j'ai décidé de faire cadeau d'une petite soirée souvenir. Quelque chose qui vient du cœur, ouais, je suis comme ça, moi. L'histoire que je vais vous raconter, mes frères, je vous le jure, hein, je ne l'ai jamais racontée en public, même à personne. Et voilà que d'un coup, cette nuit, ça me prend, là. Vous n'avez pas peur, hein? Non? Non? Ça vaut mieux pour vous. Mais il faut être avec moi maintenant, Netanya. Et toi aussi, la médium. Hein. Écoute bien, parce qu'il y a dans cette histoire, comment dire, un esprit, hein? Un fantôme. Alors écoutez maintenant, écoutez mes frères, mes sœurs, l'histoire hilarante de mon premier enterrement. Mon premier enterrement! Ouais, bravo Netanya Sud, on vous parle d'enterrement et tout de suite vous vous marrez, voilà. Je comprends pas ces gens-là. Non, Joseph, franchement, c'est des êtres sans cœur, ils sont froids comme des ashkénazes au mois de janvier. Non, ma sœur, je demande du sérieux là. Je demande du sérieux. On parle de mort, madame. Applaudissez la mort. Applaudissez la mort. Applaudissez la mort. Dovalet dévie, C'est la délire. fête. Dovalet délire et saute comme un diable hors de sa boîte, couvert de sueur. C'est comme s'il avait tout à coup sombré dans la folie. Et presque toute l'assistante hurle et tape des mains. Et moi aussi je tape des mains, du moins intérieurement. Et pourquoi ne pas oser, pourquoi ne pas prendre congé une fois de moi-même, de mes yeux toujours pleins de larmes? Pourquoi ne pas crier moi aussi? Applaudissez la mort! Applaudissez la mort. La mort! La mort qui est parvenue à m'arracher en 6 semaines le seul être que j'ai aimé à la seconde où je l'ai vu, où j'ai vu son visage. Tamara, toi qui avais 15 ans de moins que moi, et désormais 18, et chaque jour, un jour de plus, qui avait permis de penser sur moi, de poser sur moi un regard bienveillant, de témoin amoureux. Disais-tu, amoureux de ma vie, je n'avais jamais rien entendu de plus beau. Et là, je criais avec lui, le cœur chaviré, je me serais levé avec lui, je le jure, je me serais levé, mais même si on me connaît ici, je me serais levé, j'aurais hurlé comme un chacal à la lune, aux étoiles, j'aurais hurlé aux savonnettes que Tamara avait laissées sur le rebord de la baignoire de la salle de bain, j'aurais hurlé à ses chaussons roses cachés sous le lit et aux spaghettis bolognaise que nous préparions ensemble. Le soir, j'aurais hurlé, je vous jure, j'aurais hurlé, oui, si je n'avais pas eu sous les yeux la petite naine qui se bouchait les oreilles comme la statue du commandeur. Allez, stop, ça suffit là, c'est bon. Merci, franchement, sur ma vie, vous êtes trop fort, Netanya. Alors, mon premier enterrement, on a dit, hein, c'est ça, Joseph? Eh ben, voilà, c'est l'histoire d'un gosse d'à peine 14 ans. Dovik, Dovalet, le petit chéri à sa maman. Et ce Dovalet, tu vois, c'est une puce, hein, c'est la taille d'une cacahuète. Dans la famille, côté paternel, c'est comme ça. Les hommes, ils atteignent leur développement maximum vers l'âge de 13 ans, hein, pour leur bar mitzvah. Et après, stop, c'est fini, quoi. C'est fini pour la vie. Hein. À mon avis, c'est pour ça que le docteur Mengele a fait des recherches sur nous. Nous avons suscité la curiosité de cet homme introverti, hein, raffiné. 20 membres, au moins, de la famille de mon père ont été sélectionnés pour passer entre ses mains. Et le seul qu'il a raté, c'est papa, parce que ce bâtard, il est parti en Palestine 1 minute avant le début du spectacle. Mais bon, ma mère, elle est tombée sur lui, et pas qu'un peu, je veux dire sur le docteur Mengele. Et toute sa famille, à elle, a défilé dans son cabinet. En un sens, il est un petit peu notre médecin de famille, quoi. Pas vrai? Hein? Non? C'est pas ça? Pensez seulement à quel point le bonhomme, il était débordé, hein, au déchévi de toute l'Europe. On s'entassait dans des trains pour arriver jusqu'à lui. Ouais. Toi à droite, toi à droite, toi à droite, ah, toi à gauche, toi à droite, toi à droite, toi à gauche.
Et maintenant, imaginez le petit Dovalet, un garçon un peu bêta, une tête à claque, des lunettes avec des verres plus épais que des culs de bouteille, un short avec une ceinture qui se boucle aux environs des tétons, quoi. Mon père, il achetait toujours une taille au-dessus des vêtements, 4 tailles au-dessus même, et il formait encore des grandes espérances pour moi. Et maintenant, d'un seul coup, vous le retournez, vous le mettez sur les mains. Vous y êtes? Vous avez compris le truc? Je me baladais de partout comme ça, sur le chemin de l'école, les mains au sol, les pieds en l'air, avec mon cartable pendu par devant ou dans la maison, jusqu'au retour de mon père. Je sais pas d'où ça m'est venu. En fait, si, je sais. Un jour, vous me suivez là? Un jour, j'ai fait un spectacle pour ma mère, et ça a commencé comme ça, j'ai inventé des sketchs pour elle. Et une fois comme ça, j'ai posé mes mains par terre, j'ai projeté mes pieds vers le ciel, j'ai perdu l'équilibre, je suis tombé, et j'ai recommencé, jusqu'à ce que j'atteigne l'équilibre. Et ma mère, elle applaudit. Ouais. Elle a éclaté de rire. J'ai entendu rire. Et j'ai passé ma vie à essayer de la faire rire. Je continue? Ouais. Alors imaginez notre petit Dovinou national, boutonneux, un vrai feu d'artifice, avec la voix qui a pas encore mué, là. Voilà qu'un jour, c'est au tour de sa classe de partir à la Gadna, dans le sud, dans un bled nommé Ber Ora, quelquefois pas loin d'Eilat. Vous vous souvenez, les gars? Vous vous souvenez ça, hein? Les beaux jours à la Gadna, les camps de jeunesse, ouais? Hein? Allez, on part en excursion. Allez, Netanya! Roulez jeunesse, Dovalet, 2e tour de piste. Eh, dis donc, la médium, t'as le pouvoir de mettre en relation avec moi à cet âge-là? Non, je ne pratique que dans mon club communal et je n'invoque que les gens qui sont morts. Ça me va. Je dois dire que j'avais pas du tout envie d'aller dans ce camp. J'avais jamais quitté la maison, j'avais jamais été séparé de ma famille. Il est 5 h du matin, il fait nuit. Les parents nous amènent à Lumschlagplatz, hein, comme au ghetto de Varsovie. Non, je déconne. On fait l'appel et puis on nous embarque dans des camions. Au bout de 10 heures de voyage, on arrive enfin dans un trou près de la mer morte. On nous répartit dans des tentes, 10 à 20 par tente peut-être. Et là-bas, à Ber Ora, on nous apprend tout ce qu'un jeune hébreu, et fier de l'être, doit savoir. Et le soir, c'est fiesta, c'est feux de camp, c'est chant en chœur, extinction des feux. Moi j'étais chargé d'éteindre les braises en pissant dessus, et ils se marraient là, les garçons et les filles. Bon, moi évidemment c'était ma fête, hein, j'étais devenu le guignol de ma section, on se bidonnait avec moi. Et au camp, ils ont fait de moi la mascotte de toute la section, Doubilor fétiche, ils m'appelaient. Avant chaque activité, chaque exercice de tir, on s'amenait pour me donner une petite tape sur la tête comme ça, gentiment, affectueusement. Bambido, on m'appelait aussi. J'avais pour la première fois un nom normal, pas Razmot ou Vieux Chiffon. Et alors, quelle coïncidence, dites donc, le monde est petit. Même l'honorable juge Avishai Lazar était là-bas, avec moi. On y est. J'attends depuis 15 jours, depuis notre conversation téléphonique, qu'il en vienne là. Et qu'il m'attire avec lui dans ce gouffre. Sentiment de vide d'une chute interminable. La douce vengeance sera accomplie, alors justice sera faite. Dovalet était arrivé à Bir Ora avec les garçons de son collège et moi avec ceux du mien. Et nous nous sommes retrouvés à Bir Ora dans la même section et dans la même tente. Et alors voici ce qui s'est passé là-bas. Je suis arrivé à la base et je suis entré dans ma tente pour déballer mes affaires. J'ai vu alors 3 grands costauds qui se lançaient un sac à dos de l'armée avec, à l'intérieur du sac, un enfant qui hurlait comme un fauve. J'étais fasciné par le spectacle. Les 3 adolescents étaient en maillot de corps et leurs biceps ruisselaient de sueur. Et l'enfant, à l'intérieur de la musette, avait cessé de brailler et s'était mis à pleurer. Et eux ricanaient et continuaient à se le renvoyer. Alors j'ai posé mon sac à dos sur le lit, près de la tente, près de l'entrée, et puis je m'y suis assis, tournant le dos à la scène. Je n'ai pas osé intervenir, mais je suis resté, incapable de quitter la tente. Et à un moment donné, j'ai entendu un choc et j'ai bondi.
Le sac à dos avait échappé à l'un des lanceurs et était tombé sur le sol bétonné. Alors il s'est ouvert, le sac, et il en a surgi une tête toute frisée, aux cheveux noirs, que j'ai immédiatement reconnue. Les adolescents ont surpris l'expression sur mon visage et ils se sont moqués de moi. Dovalet, lui, a suivi leur regard jusqu'à ce qu'ils m'aperçoivent et me dit visage. Sa figure était trempée de larmes. La rencontre nous dépassait. Nous n'avons pas échangé le moindre signe de reconnaissance. Même en négatif, nous étions coordonnés. Son cri m'est resté bloqué dans la gorge. Après quoi, j'ai relevé la tête et puis je l'ai détourné. Et j'ai quitté la tente, tandis que leur ricanement accompagnait ma sortie. Et là, je n'ai plus pensé à Dovalet. En fait, il avait vu juste. Je l'avais complètement gommé. Un jour, on est assis en cercle sous un soleil de plomb. La seule ombre est fournie par les rapaces qui attendent dans le ciel qu'on crève enfin. Et brusquement, une soldate déboule de la baraque du commandant. Elle demande essoufflée « Grinsteidov, il est dans cette section. » Et moi, mes frères, je flaire tout de suite que quelque chose va pas. Et toute la classe, hein, tous mes bons copains, tous, ils montent du doigt « C'est lui, c'est lui !» Comme pour dire « Prends-le, lui, pas moi !» Sympa les copains. Si j'avais dû passer avec eux la sélection à Auschwitz, ça aurait été vraiment génial. Et la sergente, elle dit « Tout de suite, avec moi, chez le commandant. » Moi, je me mets à piailler avec une doigt de châtrée. Mais non, j'ai fait, madame, j'ai rien fait. Tous, ils crient « Allez, collez-lui une punition pour toutes les fois, il s'est gratté les couilles, pour tous les pets qu'il a lâchés sous la tente. » Et ils entonnent en chœur « Allez, en tôle. » Bref, je secoue le sable collé à mon derrière, je tire ma révérence et la compagnie, et j'emboîte le pas à la soldate. Mais j'ai déjà l'intuition que ça y est, je marche seul. Je sais déjà que tout est fini, que je suis foutu. À cet instant, j'ai eu le pressentiment que je reviendrai pas ici. Que pour moi, tout ce truc-là, qu'on appelle l'enfance, c'était terminé. Ciao. Maintenant, restez avec moi, bonnes gens de Netanya, parce que j'ai besoin de votre soutien là. J'ai fini par capter que la soldate est en train de me dire quelque chose. Elle m'explique que je dois rentrer à la maison immédiatement, que le train presse, que je dois assister aux obsèques à 16h. Mais d'où elle sort cette histoire d'obsèques? J'avais jamais été à un enterrement, on était une famille nucléaire, synthétique, réduite à elle-même, hein, une mère, un père, un fils. Bon, quelque part, j'avais conscience que mon père, c'était pas un perdreau de l'année. Et maman aussi, même si elle était beaucoup plus jeune que lui, elle traînait derrière elle une jolie collection de casseroles. Pensez, elle était restée presque 6 mois dans la niche d'un wagon où c'était pas possible de s'asseoir ni de se tenir debout, une sacrée histoire. Et en plus, elle avait sur les 2 poignets une fine cicatrice, comme ça, coquette, une braderie de veine, une broderie de veine que les couturières hors catégorie de l'hôpital Bikour Olim de Jérusalem lui avaient concoctée. Mais bon, en dehors de toutes ces petites histoires, hein, qu'on trouve certainement dans chaque famille normale, tout allait plutôt bien entre nous trois. Alors, d'où sortait cette histoire d'obsèques, là? D'où? Et soudain, je fais une cabriole. Je me mets sur les mains et je marche, la tête en bas. Le sable est comme du feu, il me brûle les paumes des mains, mais ça fait rien. Au contraire, ça m'empêche de penser. Qui pourra m'attraper quand je suis à l'envers? Dans cette position, je suis invulnérable. Dans la fourgonnette, déjà plein gaz au point mort, le chauffeur à cran et pied au plancher me fusille du regard. Moi, je m'assois à côté de lui. L'adjudant lui fait « Tu vois ce chouette gamin là, tu le lâches pas d'une semelle jusqu'à ce que tu l'aies déposé à la gare routière de Beersheva et jusqu'à ce que des employés de l'état-major le prennent en charge et l'emmènent à Jérusalem. T'as compris ?» Et là, il me regarde, l'adjudant-chef, et moi je pense, là, il va le dire, là, hein, là, nous y sommes. Je me prépare déjà, tout mon corps se raidit pour amortir le choc.
L'adjudant chef met sa main sur ma tête et sur sa tête en guise de kippa et il me dit juste que le ciel t'apporte la consolation. Le Tout-Puissant vous consolera entre les affligés de Sion et de Jérusalem. Et il frappe de la main la carrosserie comme pour éperonner un cheval. Le chauffeur y répond Amen. Il appuie sur le champignon et on part. Mais bon, moi j'en ai un peu assez là, d'accord? Hein? Le rouquin, il va avoir un stand-up ce soir ou pas? Elles sont où les blagues? Carrément, c'est pour les blagues qu'on est là. Vous voyez pas que c'est lui la bonne blague? Mais un stand-up, c'est pas des blagues. En plus, il a le culot de faire des blagues sur la Shoah, quoi, merde. Non mais, on vient pour rigoler, il nous fait la journée de la Shoah, quoi, non mais... Ouais, ça fait nourrir. Fait nourrir. Sois drôle. C'est pas possible, quoi, enfin. Sois un stand-up, sois drôle. Laissez-le raconter son histoire. Dans la salle, les gens se taisent et me fixent, à la fois troublé et inquiet, et je reste planté là. Et là, je me sens dans la peau d'un acteur de mélodrame qui attend que quelqu'un lui souffle sa réplique, mais bien sûr, personne ne souffle quoi que ce soit. Tous les regards sont sur moi, j'ai conscience d'être profondément ridicule, mais là, je continue. Laissez-le raconter son histoire. L'homme en jaune se tourne alors vers moi. Pas de problème. Monsieur le juge, votre honneur, j'approuve, je respecte votre souhait, mais je voudrais bien qu'il m'explique quel lien il y a entre toute cette confession et les 240 shekels que j'ai laissés pour cette soirée. Non mais c'est vrai, ça c'est pas répréhensible, monsieur, votre honneur? Vous ne flairez pas la publicité mensongère? Et Dovalet, dont les yeux brillent, étincelants de reconnaissance à mon égard, celle d'un cadet à son aîné qui a le devoir de le défendre, Dovalet s'interpose. Écoute-moi bien, toi, là, mon frère, là, hein, l'homme en jaune. Là, on en était juste au préliminaire. Ah, pour moi, ça suffit maintenant. Ouais, ben là, ça commence seulement vraiment maintenant, là. Ok? Ma patience a des limites. Je vous conseille, madame, de laisser cet homme tranquille. Il n'est pas normal, il se moque de nous. Non, vous avez tort. Je le connais. Il fait semblant. Allez, adios, amigos. Nous, on roule toujours. Après quelques kilomètres, le chauffeur me lance. Dis donc, bonhomme, bon, t'as peut-être pas la tête à rire en ce moment, mais si malgré tout, tu as un peu envie d'entendre des blagues, peut-être ça peut te faire du bien, hein? On sait jamais. Et moi, je me dis, mais quel bien. Le chauffeur, les deux mains posées sur le volant, il insiste. Vas-y, lance un sujet. Et je vois bien que là, il plaisante pas du tout, là. Ce que tu veux, la première chose qui te vient à l'esprit, ta belle-mère, la politique, les Marocains, les avocats, les travelots, les animaux. Alors maintenant, comprenez-moi bien, mes frères. Regardez-moi bien. Concentrez-vous un instant sur mon cas. Je suis coincé pour plusieurs heures avec ce dingue qui me conduit à un enterrement et il s'apprête à me raconter des blagues. Non mais vous êtes jamais retrouvé dans une situation pareille? Ah ouais, nous oui, ça fait 1 heure, ça dure. Pour la première fois, je commence à ressentir ce que ça signifie être orphelin, sans personne pour veiller sur toi. Le véhicule se transforme en fournaise, la sueur me coule dans les yeux. Allez, vas-y, sois gentil avec lui, me chuchote à l'oreille ma maman. Souviens-toi que la vie est brève, qu'il faut rendre agréable le peu de temps dont nous disposons. Et tout à coup, j'ai froid. On est en plein sirocco. Je suis frigorifié, je tremble, je claque des dents. Tout à coup, je crie au chauffeur, allez, des animaux. Le chauffeur, il répète, bon, des animaux, ok, des animaux, reçu 5 sur 5. Alors voilà, il y a Toto, il se balade dans les bois, soudain, il voit un animal inconnu. Alors, il lui demande, hé, l'animal, qui es-tu, toi? L'animal, il répond, bah, je suis un chien-loup. C'est quoi un chien-loup? Il dit Toto. C'est simple, répond l'animal, mon père, c'était un chien, ma mère, c'était une louve, donc moi, je suis un chien-loup. Ok, Toto, il dit. Il continue sa promenade, et là, il tombe sur un éléphant. Oh, bonjour l'éléphant, il dit Toto. Bonjour Toto, dit l'éléphant. Plus loin, il croise un renard. Bonjour renard. Bonjour Toto.
Et il continue, et il aperçoit un autre animal inconnu qui vient à sa rencontre. Hé, l'animal, tu es qui toi? Il demande Toto. Un moustique tigre, il dit l'animal. Ah non, Toto il répond, ah non, non, là je marche pas là. Non, 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 je marche pas là. Ben voilà, vous avez ri, hein? Bravo Netanya, merci. Merci. J'en ai une autre à mourir de rire, il me dit chauffeur, c'est un cheval. Et un cheval, il entre dans un bar et il demande au barman une bière pression. Le barman, il le sert, le cheval, il boit et il commande un whisky. Il s'enfile son verre, et après, il demande de la rack, il boit, et puis une vodka, et puis une autre bière, etc. Et pendant que le chauffeur me joue les 1001 nuits, j'entends tout à coup une voix lointaine qui vient du désert, difficile à discerner. Ça ressemble un peu à la comptine chantée par maman quand j'étais petit. Quand j'avais 3-4 ans. Waouh. D'où vient-elle? Pas de moi, je vous jure. Ça fait des lustres que je l'ai oublié, cette berceuse yiddish. Elle me l'a chanté quand je réussissais pas à m'endormir, quand j'étais malade. Elle me prenait dans ses bras, elle me berçait. Et là, le chauffeur, sans me regarder, il me balance mais en fait, tu m'as pas encore dit qui. Dis-moi au moins. C'est ton père ou c'est ta mère? C'est drôle ça, non? Non? Non, ça vraiment pas. Je vous fais plus rire là? Ça marche plus, hein. Dovalet fait ses adieux. Je comprends, je le sens. La tête inclinée sur sa poitrine, il soliloque en silence. Je sens qu'il fait son clown pour la dernière fois. Et là, une ombre venue de l'intérieur passe lentement sur son visage. Et à cet instant précis, une pensée m'envahit, un vœu. Que Dovalet puisse lire ce que j'ai l'intention d'écrire sur cette soirée. Qu'il ait au moins assez de temps pour le lire. Que cette lecture l'accompagne aussi là-bas. Quelle que soit la forme qu'il prenne, que ce texte continue d'exister même là-bas. Quand il relève le visage vers le projecteur, la lumière crée alors une illusion. Et je vois un gamin de 57 ans qui se reflète dans un vieillard de 14. J'en étais où, Joseph? Ah oui, la fourgonnette.
Donc le chauffeur me dépose devant chez moi, à Romena, mais à peine je suis sorti de la fourgonnette qu'il y a une voisine qui me houspille par la fenêtre. « Hé, Dovalé, qu'est-ce que tu fais là? Va vite à Givachol, peut-être que tu arriveras juste à temps. » De Romena, on file à Givachol, la distance n'est pas grande, peut-être un quart d'heure tout au plus. Une course folle, sans frein, sans feu rouge. Je me souviens que le silence régnait dans le véhicule. Personne mouftait. Et moi, dans mon cœur tout noir, j'ai commencé à faire mes comptes. Ouais, c'est comme ça. Le temps était venu de faire mes comptes. Oh, des comptes mesquins, hein. Des comptes nauséabonds. Je suis un vrai fils de pute, hein, souvenez-vous. Hein. Inscrivez-le sur vos tablettes. Votre honneur, vous pourrez l'ajouter au moment de la sentence. Depuis ce temps-là, jusqu'à aujourd'hui, je suis resté un fils de pute. Un gamin d'à peine 14 ans avec une âme de merde, assis dans cette fourgonnette à faire des comptes. Mais des comptes, mais sordides, là, les plus pourris qu'un être humain ait pu faire dans sa vie. Vous auriez du mal à imaginer tout ce que j'ai introduit dans ces comptes. Les comptes les plus minables, les plus répugnants, je les ai fait tenir dans ces quelques minutes qu'a duré le trajet de la maison jusqu'au cimetière, à des comptes d'épicier concernant sa vie à lui, mon père, et sa vie à elle, ma mère. Et là, j'ai appris. Voilà, j'ai appris ce qu'un homme est et ce qu'il vaut. Mon cerveau s'est mis à évaluer ici les actifs et puis là, les passifs. J'aurais à traîner cette chose-là toute ma vie. Elle me suivra toute mon existence. Voilà. Hein? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus, hein? Alors on a fini par arriver à Givachol, c'était comme une usine, quoi, travailler à la chaîne, 3 enterrements à l'heure, tac, tac, tac. Allez donc trouver le vôtre. Le chauffeur me dit quelque chose du genre, allez, sois courageux mon garçon. Et moi, honnêtement, ça m'a fait de la peine de me séparer de lui. Maintenant, restez avec moi, Netanya. Ne lâchez pas la main, pas une seconde. Je me rappelle que j'ai marché lentement, comme sur des éclats de verre. Seuls mes yeux remuaient convulsivement. Je ne voyais pas mon père, je ne voyais pas ma mère. Et soudain, ça mène un grand type, un employé des pompes funèbres, qui me demande c'est toi l'orphelin Greenstein? Alors où t'étais? On n'attend plus que toi. Et il m'attrape vigoureusement par la main, il me tire derrière lui, et tout en marchant, il me colle une kippa en carton sur le crâne. Il m'a conduit jusqu'à une sorte de bâtiment en pierre où il m'a fait entrer. Et là j'ai fermé les yeux. J'ai pensé que peut-être papa, maman seraient à l'intérieur à m'attendre, qu'ils m'appelleraient par mon nom. Mais non, j'ai rien entendu du tout. Alors j'ai rouvert les yeux, ils n'étaient pas là. Je me suis retrouvé dans une petite pièce avec des grands lavabos sur le côté, une espèce de long chariot avec un paquet posé dessus, enveloppé d'un tissu blanc. J'ai immédiatement compris qu'il y avait là quelqu'un, je veux dire un être humain. Et le type m'a dit « Demande pardon ». Moi, j'ai pas bougé. Le type, il m'a planté son doigt dans l'épaule par derrière. Allez, demande pardon. Il a répété. Et moi, j'ai répondu, mais à qui? À un moment, j'ai pensé que bon, le paquet, il n'était pas très long. Alors peut-être c'était pas ma maman. Non, c'était pas ma maman. Peut-être que j'avais tout simplement peur pour rien. Et là, je vous jure, j'ai ressenti un bonheur inouï. Un bonheur que j'ai jamais connu, ni avant ni après. Un bonheur dingue, quoi. Comme si moi aussi, à cet instant, j'avais échappé à la mort. À nouveau, elle m'a pressé l'épaule. Allez, demande pardon. Et moi, j'ai répondu, mais à qui? Alors tout à coup, il y a eu un déclic. Il a arrêté de me planter son doigt dans l'épaule. Il m'a demandé, mais tu sais pas? Moi, j'ai répondu, ben non. Et lui, stupéfait, attends, on t'a rien dit? Ben non. Et là, il s'est penché vers moi. Il m'a regardé droit dans les yeux et il a murmuré avec délicatesse. C'est ta mère qui est là. Un ange passe.
Et puis un autre. Le gérant commence à retourner les chaises. Les spectateurs se lèvent et sortent en silence, sans se regarder. Nous ne sommes plus que 3. La petite dame, debout à côté de sa chaise, s'appuie sur une jambe et serre son sac rouge des 2 mains. Elle est si minuscule. Elle attend, regarde Dovalet plein d'espoir. Je pense à Euryclée, la servante d'Ulysse. Allez, bonne nuit ma puce. Allez, reste pas là. Repars chez toi. Mais pas à pied, hein, le coin, il est pas sûr. Hé, Yoav, tu peux lui appeler un taxi? Tu le mets sur mon compte? Enfin, je veux dire, s'il reste un peu d'argent. Il l'embrasse sur la joue et Dovalet fait un pas en arrière. Elle reste résolument sur place. Il se rapproche à nouveau d'elle. Et là, il l'embrasse sur les lèvres. Merci, ma puce. Merci pour tout. Wow, t'as pas idée à quel point. Elle répond avec le sérieux qui la caractérise. Je t'en prie. Et elle s'en va. Et c'est pourquoi, sache ceci, je te condamne en cet instant à la noyade. Dovalet cite les mots du père à son fils dans le verdict de Kafka. Et là, il lève son thermos au-dessus de sa tête et s'asperge avec les dernières gouttes. Quelques-unes m'éclaboussent au passage. Hé, Avishai, t'as encore 1 minute? J'ai toutes les minutes que tu veux, j'ai même 1 heure. T'es pas pressé de rentrer? Je suis pas pressé de rentrer nulle part. Juste le temps que l'adrénaline retombe un petit peu, tu vois. J'ai vu que t'as pris des notes. Oui. J'ai pensé que j'allais essayer d'écrire quelque chose. Wow, vraiment? Ouais. Je te le donnerai quand j'aurai fini. Quelques mots resteront donc après moi. Comme la sueur après la chute d'un arbre. C'est drôle, hein? C'est drôle, je suis pas quelqu'un qui éprouve de la nostalgie, non, ça, pour personne. Et ce soir, je sais pas pourquoi. C'est pour la première fois depuis qu'elle est morte. Il y a eu des moments où j'ai senti sa présence. Tu vois, pas seulement comme une mère, hein, mais comme un être humain. Un être humain qui avait été ici, sur cette terre. Et si je te raccompagnais chez toi? Bon, si t'insistes. Oui, on y va alors. Prépare-toi, je t'attends dehors. Attends-moi 1 seconde. Tu veux bien me faire le public? Encore 1 minute? Oui, bien sûr. Merci. Voilà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, ville de Césarée. C'est tout ce que j'avais à vous donner. Voilà. Il n'y a plus de Dovalet pour aujourd'hui, non. Et demain non plus. Fin de partie. Alors vous êtes priés de vous disperser dans le calme, hein, en suivant les instructions des ouvreuses, voilà, et des agents de sécurité. On me signale qu'il y a la queue à la sortie. Allez, bonne nuit. Tu viens, Avishai?
C'était un cheval entre dans un bar de David Grossman, enregistré en direct et en public dans la cour du musée Calvet le 12 juillet 2017 dans le cadre du Festival d'Avignon avec Dovalet, Jérôme Kircher, Avishai Lazare, Wajdi Mouawad, la petite naine Mathilde Ménétrier, l'homme en jaune Yannick Gonzalez et les élèves du groupe 43 de l'École du Théâtre National de Strasbourg. Musique Sylvain Cartini, Joseph Dahan et Colin Russell. Prise de son Benjamin Perru et Pierre-Henri. Sonorisation Tanguy Lecorneau. Coordination technique Sandrine Bréchot. Assistante à la réalisation Clémence Grosse. Une réalisation de Blandine Masson. Remerciements à Anne Freyer de l'édition du Seuil. Tous mes remerciements aux régisseurs et régisseuses du musée Calvet, ainsi qu'à Chloé Mauduit et Virginie Noël. Un cheval entre dans un bar de David Grossman est traduit de l'hébreu par Nicolas Veil et publié aux éditions du Seuil.